Bonjour, j'espère que vous vous trouvez en bonne santé. Aujourd'hui, on va parler donc des motards à l'azote, une classe importante qui appartient aux familles des médicaments donc alkylants. Ce sont des médicaments utilisés en chimiothérapie anticancéreuse. Donc avant de commencer le cours, on va voir donc le plan de cours. Le plan. On a une petite introduction. Ensuite, on a une classification des anticancéreux. Les agents donc alkylants sont un des médicaments qui appartient aux anticancéreux. Parmi ces agents alkylants, vous avez le motard à l'azote. Définition, histoire de développement, c'est-à-dire l'histoire de l'apparition de ces molécules, ainsi les principaux composés. Un des médicaments donc utilisés, ou le premier médicament utilisé comme un agent alkylant, c'est le chlorométhine. Deuxième point, c'est le développement de recherche de la famille du chlorométhine. Vous avez donc un premier type de développement, le TETPA. Deuxième type de développement, un des exemples, c'est le chlorambucil. Et le troisième type de développement, c'est le cyclophosphate. Donc vous voyez qu'on a un peu élargi ou donc diminué le cours disons, des motards à l'azote. On a mis que les principaux médicaments. Commence par l'introduction. Donc la chimiothérapie anticancéreuse est née environ 10 ans après la chimiothérapie antibactérienne. C'est un peu récent par rapport à l'utilisation des antibiotiques. En 1943, l'étude sur les sujets atteints de maladie de Hodgkin, l'étude donc des premiers agents alkylants sur ces malades qui atteignent la maladie de Hodgkin, en exposant par un gaz motard, il y a donc ici l'apparition donc des cytopénies, des atrophies lymphoïdes sont des effets initiants qui nous permettent donc l'apparition donc d'autres médicaments, encore agents qui ont aussi un autre mécanisme d'action. Donc les limites de traitement de ces médicaments ou traitements chirurgicaux utilisés en premier stade, et aussi les radiothérapeutiques, cancer, stimulent fortement le développement des médicaments anticancéreux. La recherche des médicaments chimiques, de manière chimique, pour diminuer ou abolir ce phénomène. C'est la chimiothérapie c'est le cancer. L'Algérie est parmi les premiers pays de l'Afrique qui tiennent un chiffre record des personnes atteintes de cancer. En effet, elle enregistre annuellement 30 000 nouveaux cas de différents types de cancer. Classification des anticancéreux, ici on va mettre les classifications en fonction des modes d'action. On a les médicaments qui réagissent directement avec l'ADN. Il y a aussi des médicaments qui réagissent de manière indirecte avec l'ADN. Lorsqu'on parle donc des interactions directes avec l'ADN, vous avez les réactions chimiques. Ça, c'est pour les agents alkylants, donc formation des liaisons covalentes, modification de structure, agents interkylants, et on a aussi les médicaments qui entraînent des coupures à l'intérieur de ces médicaments, on appelle les agents scindants. Pour le deuxième point, c'est l'interaction indirecte avec l'ADN. En premier lieu, donc en amont, vous avez les antimétabolites et les inhibiteurs enzymatiques, et en deuxième lieu, si on aval le poisson de fuseau. Ici, c'est une classification générale des médicaments anticancéreux. Ça, c'est pour les médicaments anticancéreux classiques. Ce sont des médicaments qui réagissent sur l'ADN. Il y a donc ensuite, lorsqu'on parle de développement des médicaments anticancéreux, il y a donc des médicaments qui provoquent des apoptoses, c'est-à-dire détruire les cellules sans interagir directement avec l'ADN ou indirectement sur l'ADN. Elle va faire des réactions ou d'interactions avec d'autres cibles à l'intérieur de la cellule. Les principaux agents alkylants, vous avez les motards à l'azote, l'hexazoforine, aziridine, nitrosourée, le sulfonylalkane, le triazène, la mitomycine C et aussi le complexe de platine. Donc ici, on va parler des motards à l'azote, aussi
les oxazoprènes et l'azyride. Ça qui appartient donc à la famille des motards à l'azote. Les agents alkylants directs, c'est les motards à l'azote. Par définition, un agent alkylant, c'est un agent fortement électrophile, c'est-à-dire sur le plan électronique, c'est un produit électrophile, capable de remplacer un proton d'une autre molécule par un radical alkyle RCH2 ou alkyle. Les sites de fixation de ces radicaux sont les azotes numéro 1, 3 et 7 de la dyniine, ainsi l'azote numéro 1 et 7 de la guanine et l'azote numéro 1 et 6 de la cytosine sont des bases qui constituent la dyane. Le remplacement donc, de ces bases, ces protons, va introduire des paires de bases anormales qui conduisent à la fin donc, à une inhibition de synthèse de la dyane. L'histoire de l'apparition de cette famille, c'est le hasard a joué un rôle dans leur découverte en tant qu'agent anticancéreux. Vous voyez donc structure de motard à l'azote, au gaz motard, ou l'épyrite, plusieurs appellations, c'est le 1,1' bis de chloroéthane. Il y a donc deux contraintes. Donc la première contrainte, c'est en 1927, un chercheur anglais, c'est le Lam, étudiait la caractérisation cutanée ou la cancérisation cutanée chez les rats par action du goudron d'huile associé à l'épyrite. Donc cette étude montra où il constata un résultat inverse de celui exemplaire. Donc, ici, vous avez arrêt de développement de tumeur. Aussi en 1943 et 1947, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un navire italien chargé d'épyrite fut détruit au cours d'un bombardement. En soignant les intoxiqués, les médecins montrent, entre autres symptômes, attribués à l'action de l'épyrite, une leucopénie accentuée, c'est-à-dire diminution de taux des éléments figurés dans le sang. Donc ici, vous voyez l'action à l'épyrite va introduire donc une diminution du taux des éléments figurés. De cette observation naquit l'idée d'une utilisation contre les leucémies caractérisée par une intense prolifération des leucocytes. Donc lorsqu'on parle des leucémies, donc des cancers de sang, c'est-à-dire ici on a une augmentation donc, des éléments figurés dans le sang. Ici, lorsqu'on utilise ou on expose ces personnes aux épyrites, il y a une diminution donc le taux des éléments figurés, c'est-à-dire le globule rouge, les lymphocytes, les plaquettes, ainsi de suite. Mais le problème de l'épyrite, c'est un produit toxique. Donc on ne peut pas l'utiliser comme un produit médicament. D'une part, il est toxique par ses propriétés visibles. Et d'autre part, il est très peu soluble dans l'eau. Donc ça détourne la recherche vers d'autres molécules. Ce sont des analogues qu'on appelle les motards d'azote. C'est le remplacement de soufre par l'atome d'azote. Ici on parle de la bioisostyrène. Pour la préparation, vous avez deux réactions. La première réaction, c'est l'action de molécules de méthylamine sur deux molécules d'oxyde éthylène. Donc vous voyez donc la molécule méthylamine va réagir avec deux molécules oxygène en donnant donc le dihydroxyde de 1,méthyldéthylamine qui subit ensuite une chloration en présence du chlorure du thionyl pour donner la chlorométhine. Mécanisme d'action dans l'organisme de cette molécule. Donc d'abord à pH acide, le produit est stable, donc il est sous forme de chlorhydrate de chlorométhine, donc forme protonée. Mais si ce dernier augmente, une partie apparaît dans l'organisme sous forme basique neutre. Donc il y a deux formes. La première forme, c'est la forme acide, donc c'est la forme chlorhydrate, mais sur la forme basique, donc on trouve cette structure. Donc c'est une forme. Pour cette structure neutre, elle se transforme par une réaction d'élimination, donc scission hétérolytique, vers un noyau éthylène imminent. Donc vous voyez donc
élimination de chlore, formation d'un carbocation, donc une structure intermédiaire avec la formation d'un cycle. On appelle l'éthylène iminium par quatriénisation interne de l'atome d'azote. Donc ça, c'est le motif principal ou la partie principale pour l'action alkylante. C'est-à-dire, c'est la transformation vers un éthylène iminium, c'est-à-dire la forme cyclique. Donc c'est ce éthylène iminium qui représente la véritable intermédiaire actif. Sa très grande réactivité a une double origine. Donc, deux doubles origines pour la réactivité de ce éthylène iminium. Donc la première origine électrique, parce que électronique, elle fonctionne comme un centre électrophile. Donc vous avez le cycle avec une charge positive sur l'azote. Donc c'est une entité électrophile très puissante. Il est vraisemblablement que la charge positive de l'azote affecte en réalité l'ensemble de la structure, qui de la sorte est comparable à un carbocation. On peut dire que c'est un carbocation, une entité électrophile. Deuxième origine, c'est l'origine stérique. C'est on a affaire ici à un petit cycle dans lequel les contraintes stériques peuvent être accentuées, c'est-à-dire la force. Ici, c'est on a une ouverture de cycle. Ensuite, par une action d'un autre nucléophile, donc on a la tendance à se recouvrir très vite, extrêmement réactionnel vis-à-vis toute entité nucléophile. Donc voilà le mécanisme général de fixation sur le nucléophile. Ici, le nucléophile, c'est un azote par exemple, c'est un azote de vanille, par exemple un azote 7. Elle va attaquer donc ce carbocation ou ce noyau aziridinien. Il y a l'ouverture, ensuite la formation d'un autre noyau aziridinien. On peut parler donc d'un autre nucléophile qui va attaquer le deuxième cycle et l'apparition donc des ponts entre ces deux nucléophiles, donc entre deux bases adjacentes. On parle donc ici de pontage intrabrun entre deux bases non adjacentes, c'est-à-dire entre deux brins non identiques. On parle de pontage interbrun. Voilà le mécanisme général. Et généralement ici c'est le motif ou la partie d'attaque, c'est le NSAID de la guanine qui attaque la chlorométhine ou la chlorométhine et formation de ce pontage, donc alkylation sur les bases telles que la guanine. Ici c'est le développement de recherche, c'est-à-dire on va mettre des modifications sur la structure, la chlorométhine, pour arriver à des médicaments plus spécifiques et plus effectifs. Il y a plusieurs volets, soit c'est par substitution sur l'azote, greffage du groupement actif bis-chloroéthylamine, synthèse des médicaments qui comportent des groupements éthylène-imine, synthèse des médicaments qui renferment à l'état latente les formes potentielles actives. On va entamer donc ces différentes modifications, des recherches sur le chlorométhine. Premier type de développement, c'est l'éthylène imine, c'est-à-dire utiliser ces noyaux éthylène pour arriver à l'action de ces médicaments. Ici, sur cette appellation est regroupé un certain nombre de médicaments antitumeurs caractérisés par la présence de moins d'un cycle aziridien. Ici, les médicaments peuvent avoir plusieurs cycles d'aziridine. Comme les réactifs d'attaque biologique du cycle éthylène, on va fixer ces cycles sur un motif principal. Et c'est le cas de polyaziridine. Le médicament, c'est le thiotépin. La DCI, c'est thiotépin. Ici, vous avez plusieurs noyaux aziridines pour assurer, ainsi de suite, la liaison de plusieurs nucléophiles, c'est-à-dire plusieurs bases d'ADN. Pour le voie d'action, la préparation, c'est simple. Donc, c'est mettre les noyaux aziridines sur le trichlorure de thiophosphate, donc injection directe avec l'élimination d'HCl. Voilà donc le mécanisme de synthèse. Remarque que le thiopin donc présente
une toxicité très élevée, il est instable en milieu aqueux, il aura ouverture du cycle azérétine en amine. C'est ce qui a poussé les chercheurs à effectuer un deuxième type de développement, aboutissant à d'autres molécules antitumorales. Et c'est l'objectif de faire d'autres recherches. Deuxième type de développement, c'est greffer le groupement actif bis-chloroéthylène sur certains supports, soit un support aromatique, permis d'améliorer la stabilité du produit, soit sur des molécules prises parmi les produits biologiques, tels que les acides aminés, un acide aminé L-phénylaminine dans le cas de la melphalan, un ose ou une base nucléotidique joue un rôle dynamique dans le transport de la partie active, soit sur un support stéroïdien qui confère à ces molécules une certaine sélectivité. Les deux composés les plus importants sont le chlorambucil et le melphalan. Voilà la structure du chlorambucil. C'est le 4 bis 2 chloroéthylaminophényl bêta-anomique acide, c'est en anglais, c'est l'acide 4 bis de chloroéthylaminophényl butanoïque. Voilà la structure. La dénomination commune internationale, c'est le chlorambucil. Dans la synthèse, il y a plusieurs réactions. La première réaction, c'est la nitration, c'est la fixation du groupement NO2 en position para. Ensuite, ce groupement NO2 va subir une réduction catalytique en fonction amine, ainsi de suite, qui va réagir avec deux molécules d'oxygène comme le premier exemple, en donnant son enchaînement qui contient une fonction alcool. Ensuite, c'est simple, c'est transformer la fonction alcool en fonction chloro par chloration en présence de chlorure de par exemple. Il y a plusieurs groupes POCl3. Dans ces composés aussi, il y a manque de toujours une spécificité. Ce qui aboutit à d'autres composés possédant une spécificité d'action très élevée. Lorsqu'on parle de spécificité, on parle de l'action. Si la molécule possède faible action, une action moderne, on cherche à des médicaments qui possèdent une forte activité. Aussi, la présence de certaines toxicités conduit donc les chercheurs à faire des recherches vers d'autres molécules. Le troisième type de développement, on reste dans les motards à l'azote, c'est les oxazoporines, c'est les cyclophosphamide et analogues. Les chercheurs ont synthétisé donc des molécules qui renferment à l'état latente. C'est le premier stade. À l'état latente, ils forment potentiellement actifs qui ne font apparaître cette activité que à l'endroit voulu. C'est-à-dire, ce sont des prodrogues, les molécules donc à l'état normal ne sont pas actifs, mais se transforment à l'intérieur de l'organisme par réaction de métabolisation vers des métabolites qui donnent un effet à l'endroit voulu. C'est une réussite pour les cyclophosphamide. Voilà la structure générale des oxazophorines, une structure qui contient un système cyclique à 6 sommets. Vous avez 3 hétéroatomes, oxygène, phosphore et l'azote. Vous avez l'oxygène en position 1, vous avez le phosphore en position 2 et vous avez l'azote en position 3. Ici, en position 3, c'est le R3, et sur la position 2, vous avez l'oxygène, donc un groupement carbonyl avec une chaîne aminée ramifiée, qui contient R1 et R2. Généralement, R1 et R2 sont des radicaux identiques. Ici, vous avez les cyclophosphamide, ivophosphamide, triphosphamides et sulfophosphamide. En fonction des radicaux R1 et R2, vous avez ces médicaments. On prend comme chef de file de cette classe, c'est le cyclophosphamide. Voilà la structure chimique. En position 3, vous avez un hydrogène, et en position A1 et R2, vous avez donc le même substituant, donc le chloroéthyle. L'appellation chimique, c'est RS, c'est un mélange racimique de bis de chloroéthylamine, tétrahydro, de H1,3, de oxazophorine, de oxyde. Pour le voie d'axie,
l'action d'oxychlorure de phosphore sur le bis-chloroéthylamine suivie d'une cyclisation de bis de chloroéthyle du chlorophosphamide avec le 3 aminopropanol en présence de triéthylamine. Voilà donc la réaction générale. Première étape, c'est l'action de chloroéthyle ou le bis-chloroéthyle sur l'amine, aminé, suivi d'une cyclisation en présence de 3 aminopropanol en donnant le cyclophosphamide qui subit une élimination d'H2 pour donner le cyclophosphamide anhydre. Pour le mécanisme d'action, j'ai dit que ce sont des prodrogues. Ils nécessitent une transformation pour arriver au site d'action, c'est-à-dire la formation des métabolites actifs. Ici, le cytochrome P450 joue le rôle où il est largement impliqué au cours de la transformation oxydative des prodrogues en agents alkylants. Les oxazoforènes, tels que les cyclophosphamide, ont été les premiers cytotoxiques de cette famille. Après oxydation de carbone 4 de l'hétérocycle par les isoformes de cytochrome P450, la 4-hydroxyoxazoforène franchit les membranes contrairement à la prodrogue, c'est-à-dire à la cyclophosphamide. S'ouvre spontanément pour donner l'aldophosphamide. L'ouverture du cycle s'accompagne d'une réaction de rétro-Michael qui libère l'acroline et le motard phosphamide. Ce motard phosphamide issu de l'activation métabolique subit 3 voies selon la figure suivante. Au schéma, c'est la voie la plus importante, c'est la voie C. C'est-à-dire la formation de ce système chargé qui est capable de réagir avec les groupes molécules des bases puriques et pyrimidiques ou les bases adénines d'adiène. Avec les oxazoforènes, donc apparaissent des monos, mais surtout des bis-alkylations, soit interbains, c'est-à-dire entre deux bras non identiques, au travers de grands séants, soit intrabains entre deux guanines voisins. C'est-à-dire, lorsqu'on fait l'alkylation sur le groupe moléculophile, j'ai expliqué que on peut alkyler deux bases. Ici, on met par exemple la guanine, deux bases voisins, c'est-à-dire deux guanines voisins, sur le même bras. On dit c'est une alkylation, bialkylation intra-bras, soit entre deux guanines non voisins, c'est-à-dire qui se trouvent dans deux bras en parallèle, c'est-à-dire interbras. Donc je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions sur ce cours, vous pouvez envoyer ces questions dans l'adresse mail professionnelle qui se trouve sur le site du département de pharmacie. Merci.